Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 11 octobre 2022, on vit demi-heure après demi-heure, hein. C'est vraiment la précipitation permanente en ce moment, mais en tout cas, c'est l'épisode 292. L'Arabie Saoudite prépare son avenir avec une ville tournée vers le futur et soyez-en assurés, respectueuse de l'environnement. Ça a tapé dans l'œil de Guillaume Poggiaspala. On va parler aussi de robotique, toujours en écho à la présentation d'Optimus de Tesla. Une nouvelle fois, de la tendance qui nous impressionne de génération de contenu par intelligence artificielle. Il y a encore des dérivés dont on va vous parler. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve tout simplement le chroniqueur en chef de Tech Café, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Et oui, je suis de retour, me voici, me voilà. Et tu es de retour avec ta disponibilité la plus complète, ta santé la plus totale voilà. Presque, en tout cas, au maximum. Eh ben parfait. Écoute, on va en profiter. Merci beaucoup au passage à Laurent Lixfe, alors, je sais pas comment le prononcer. Je vais dire Laurent Lixfe. Voilà, Erwan Manet et Magic Bird qui ont la gentillesse de soutenir Tech Café avec Patreon. Je vous rappelle effectivement que le podcast est accessible gratuitement, mais vous pouvez en plus, si jamais le contenu vous plaît et si jamais le ton avec lequel on vous apporte l'information vous convient, contribuer à son financement. Et en plus c'est vachement simple, vous rendez sur le site patreon.com/techcafé, vous vous abonnez et pour quelques euros par mois, vous avez en plus la possibilité de profiter des épisodes sans la pub. Un flux du podcast vous est dédié, vous est personnellement réservé, vous pouvez vous y abonner dans votre app de podcast à la place du flux habituel et vous profitez donc des épisodes de manière privilégiée. Merci beaucoup de l'envisager et au passage aussi je me dois absolument de remercier Kaka402. Merci beaucoup Kaka402 qui a déposé un avis. Alors il me semble que c'est des États-Unis d'ailleurs, sur Apple Podcast États-Unis. Il met excellent podcast qui me permet de rester informé de la tech tout en appréciant l'humour de l'équipe. J'attends d'ailleurs aussi un nouvel épisode de Tech Café Domotique comme un enfant qui attend son cadeau de Noël. Continuez comme ça. Merci beaucoup à toi. Ça fait très très plaisir d'avoir vos avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et vos étoiles sur Spotify. On compte sur vous pour continuer et aussi on compte sur vous pour nous rejoindre sur Discord. Il y a toujours des discussions captivantes qui ont lieu et donc on est ravis de prolonger ces échanges avec vous. Sans autre forme de procès, Guillaume, on va donc parler de ce qui a attiré ton regard là dans la veille. Et je dois faire une confidence, j'ai revu ça dans le conducteur de l'épisode quand tu as préparé l'émission, Guillaume. Moi, j'avais vu The Line, donc un concept dont tu vas nous parler aussi brièvement, mais d'une ville linéaire qui est dessinée et qui va émerger peut-être dans quelques années, un signe du futur, mais il y a aussi une ville qui se veut être l'orientation archétypale des sports d'hiver, là aussi créée de toutes pièces. Ça s'appelle Trojena et non pas Troneja parce qu'il ne Troneja pas. Non, ça s'appelle vraiment Trojena. Guillaume, en tout cas, ça t'a tapé dans l'œil ces propositions. Et oui, c'est même un peu trop gênant peut-être. C'est peut-être pour ça parce que le melon, c'est un petit peu, tu vois, la mégalo, c'est un petit peu le thème de cette rubrique. Et on commence tout naturellement avec le melon de Mohammed Ben Salman. Donc le prince d'Arabie Saoudite, qui s'embarrasse pas de détails triviaux, lui tu vois, et futiles comme la réalité ou la physique, tout ça, c'est un peu des détails. Et il est persuasif apparemment, Mohamed, parce qu'il a quand même convaincu le comité olympique d'Asie d'organiser les Jeux olympiques asiatiques d'hiver 2029 chez lui, en Arabie Saoudite. Alors ce sera donc à Trojena. Alors attention, on lit des JO d'hiver en plein désert, non, c'est très exagéré. Trojena, c'est dans les montagnes, certaines atteignent même les 2000 mètres d'altitude. Donc le prince dit que les températures là-bas peuvent être même 10 degrés inférieures que dans le reste de la région, quoi. Donc c'est frais, okay. C'est frais. Bon, le reste de la région, ça doit être dans les 40 ou 50 ans, mais ça c'est un détail. Ça, c'est 20-30, ça va. Écoute, apparemment, la station de sport d'hiver de Trojena, elle est magnifique, avec un immense lac artificiel, enfin tout cas en 3D, dans la vidéo d'1 minute qui s'appelle Journey to New Heights, qui circule donc un petit peu partout, parce qu'en vrai, la neige est rare là-bas, et malgré ce qui est montré, je pense pas qu'il y ait des déluges de poudreuse et des avalanches, qui soient monnaie courante, et donc en plus avec le réchauffement climatique en cours, j'y crois pas trop. Bon, les images du chantier sont rares, je n'ai pas vu, en fait, du tout. Tout ce qu'on trouve, c'est du vent, c'est du rendu 3D. Pourtant, le chantier est pharaonique, je pense que le terme est pas exagéré. Parce que dès 2026, le site devrait accueillir des centaines de milliers de touristes, à coup d'hôtels de luxe, de restos, de pistes de ski en plein air. Et il y a aussi probablement un nœud de transport, le nœud Trojena.
Alors, pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout aujourd'hui. Donc, les pistes ne seront même pas en intérieur comme à Dubaï. Ce seront vraiment des pistes en extérieur. C'est incroyable. L'énergie qu'il faudra pour entretenir autant de neige, 100% artificielle, hein, avec les patinoires qui vont avec et tout ça, dans l'Arabie Saoudite de 2030, vu la tendance des températures actuelles, eh ben, ça laisse rêveur. Et pourtant, c'est rien. Voilà, c'est rien du tout. C'est peanuts comparé à la vraie dinguerie futuriste de Neom. Trojena, c'est rien. C'est aussi excitant que le ravalement de façade de la gendarmerie, tu vois, ou je sais pas, la rénovation de la salle des fêtes. C'est que dalle. C'est des belles salles des fêtes quand même. Parce que du coup, oui, il y a The Line aussi qui fait partie de ce dispositif. Alors, Neom, ouais. de quoi s'agit-il exactement? Ben, Neom, c'est un projet qui date de 2017 et qui fait partie du plan Vision 2030. Donc voilà, c'est le but du plan. C'est globalement de diversifier l'économie de l'Arabie Saoudite, hein, qui est là tout de suite et pas super diversifiée. Donc l'origine du mot Neom, ben, c'est Neo, en hommage à Keanu Reeves et à Matrix. Et le M vient de Mostakbal, qui veut dire futur. Donc et ça fait un peu aussi New Home, non? Oui, non, Néo, bah non, mais Néo... non, Néo, c'est juste pour nouveau futur. Là, d'accord, ok, bon, ça suffit. Voilà, un futur dystopique avec des mecs en lunettes noires qui volent, j'imagine. Donc Neom a toujours été un projet délire de ville futuriste, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'était, voilà, alors, au début, c'était une ville gavée de tech, avec des taxis volants, des majordomes robots, des plages phosphorescentes, voilà, c'était Night City, mais avec beaucoup moins de pubs de cul. Pour être honnête, j'y ai jamais cru une seconde, mais en 2022 d'ailleurs, le Wall Street Journal relayait un scandale sur le PDG du projet Neom, des accusations de xénophobie, il y a eu des remaniements très conséquents qui ont suivi, tout ça restait vraiment très flou. Mais à la faveur des JO, là, toute cette actu sur les JO, on découvre que Trojena, en fait, c'est un mini sous-projet qui sera sur les hauteurs de Neom, et ce qui attire l'attention, c'est le vrai projet de ville qui a énormément évolué pour devenir The Line. Alors, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Ça pourrait 100%. Être une ville planète, enfin une ville satellite d'une planète, ce serait tout pareil. Moi, je suis sur le cul parce que c'est encore plus dément qu'avant, mais beaucoup plus. Ouais. On doit retrouver encore des vidéos de Neom de 2017 ou 2020 peut-être, qui parlent d'une ville immense, grande comme la Bretagne. Au début, ils voulaient faire un truc grand comme la Bretagne. Aujourd'hui, tout ça est complètement has-been puisque The Line est un projet de ville unidimensionnel, une ville mûre, littéralement. Je comprends pas le concept. Bah, alors moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce que vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Oui. Imaginez 2 murs de 500 mètres de haut et 170 km de long, séparés de 200 mètres. Et entre ces murs, il y a une ville verticale, donc, de 9 millions de personnes, sur seulement 34 km² au sol. Donc les quartiers, en fait, c'est des sections de murs, des tranches de quelques centaines de mètres, avec toutes les commodités à l'intérieur. Tout à quelques minutes de marche de toutes les habitations, donc il n'y a aucune voiture. Il y a une espèce de TGV, littéralement un train à grande vitesse, qui parcourrait le mur entier en 20 minutes. Et les services seront autonomes, pilotés par des IA, le tout fonctionne avec 100% d'énergie renouvelable, donc voilà, la ville aura une multitude de jardins suspendus, il y aura de la nature de partout. La ventilation sera en grande partie naturelle, par convection, la lumière sera aussi gérée pour créer des microclimats. La ville sera intégrée, donc elle sera intégralement en 3D et en volume, sur ces 200 mètres de base, et donc elle va disparaître. Et même le paysage à côté, finalement, sera reflété dans cette ville parce qu'il y a des façades en miroir. Donc voilà, la ville, il crée des miracles pour la planète. Bon, vous l'avez deviné, je vous ai fait la pub du projet tel qu'on la voit sur le site officiel. Et un truc aussi radicalement différent, aussi radicalement nouveau, suscite immédiatement 8000 questions, quoi. Parce qu'on est quand même dans un niveau de what the fuck qui pète des records, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie malgré tout dans ce truc, c'est qu'au moins ça, voilà, c'est nouveau. Ça fait un peu réfléchir. Comme un épisode de SF, de série de SF, tu vois, quoi. On pourrait le faire, en fait. Et Dieu sait, c'est vrai que si on est dans la SF, parce qu'il n'y a aucune brique de The Line n'a encore été posée. Les vidéos promotionnelles ne répondent pas à des questions qui sont quand même assez basiques. 100% d'énergie et d'eau renouvelable, mais comment? Quid de la gestion des poubelles? Des cimetières? Si on a des usines, on les met où? On met où les unités de production? Tu vois, avec la pollution, tout ça. Comment vont vivre ceux qui seront à la base de la ville? Comment tu gères la lumière quand tu es entre deux murs qui ont la taille de l'Empire State Building, quand même, et la température aussi, quand tu étais au milieu d'un désert qui lui est chauffé à blanc. Et les effets de l'environnement, tu vois, parce que tu coupes un espace en deux, comme ça. En plus, tu reflètes une lumière monumentale avec les surfaces réfléchissantes, c'est des miroirs immenses. Tu dois réfléchir la lumière à des centaines de kilomètres à la ronde. Et on passe très très vite là-dessus. Alors, il y a le géographe Alain Musset qui analyse The Line pour Numérama, si vous voulez aller voir. Il n'est pas totalement convaincu par la ligne que prend l'Arabie Saoudite. Et bon, puisque tout est artificiel et technologique aussi, la question se pose, qui contrôle quoi? Par exemple, qui contrôle l'eau, tu vois? La sociologie d'une ville comme The Line, ça pourrait être vachement intéressant. Alors, je sais bien que tout ça est éminemment politique. Ben Salman
veut apparaître comme un bâtisseur, celui qui va transfigurer l'Arabie Saoudite, et pas juste comme celui qui transforme ses opposants politiques en whiskas. Mais bon, de notre côté, c'est quand même un projet officiel. Enfin, je veux dire, ça a l'air sérieux, tu vois, il y a des centaines de milliards derrière, sans compter plein d'experts. Hein. Il y a les tronches d'experts, hein. Il y a des photos avec des têtes d'experts comme ça sur le site, ils ont l'air super intelligents, je sais pas. Et évidemment, il y a Ben Salman et son incommensurable melon. Donc voilà, il veut construire ça d'ici 2029. Peut-être pas les 170 km, hein, mais peut-être, je sais pas, un ou deux tronçons, tu vois. Et donc ça laisse songeur, voilà, quand on voit les exhortations à la sobriété matraquées sur tous les médias en Europe, la récession, le climat, tout ça. Et quand je vois les projets saoudiens, ouais, je me dis, Manu, t'as raison, c'est vrai, là c'est la fin des évidences. Hein. Une première partie des travaux devrait être achevée a priori en 2025 et donc accueillir les Jeux d'hiver en 2029. Est-ce que c'est tenable? Alors ça c'est pour Trojena. C'est ça le truc. Oui, pour Trojena, ouais, je revenais sur Trojena. Parce que, voilà. Est-ce que c'est tenable ça? Pour Trojena, oui. Pour Trojena, ça doit être possible. Il va falloir y aller à la schlag et pas lésiner, mais je pense que c'est tenable. The Line, par contre, en 2030, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir sortir de terre. Ça va être peut-être rigolo. Quand on voit que la Coupe du Monde au Qatar fait l'objet de réserves, un peu de, on doit le confesser quand même, un peu de dernière minute sur les 2 derniers mois, mais qu'il y a quand même des appels au boycott. Il y a pas mal d'entreprises qui maintenant ont l'air de vouloir se désolidariser d'un relais massif de l'événement. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir quand même un retour en arrière sur un tel dispositif? Est-ce que le climat va permettre d'accueillir ça? Non, ça peut-être. Le climat, c'est le climat. Bon, lui, on sait qu'il aura raison au final. Hein. Au final, il aura raison, mais bon, je veux dire, dans l'intervalle, le climat, si tu mets suffisamment de watts, à mon avis, tu peux y aller. Hein. Eh ben écoute, allez voir les vidéos, ça fait pendant quelques secondes ça fait rêver et puis après on peut le mettre très rapidement en perspective de ce qu'on vit et de tout le reste de l'actualité dans le monde et prendre un petit peu de recul et regarder ça avec un petit peu de circonspection. On attend vos retours évidemment sur ce sujet. Alors plus proche de nous, en tout cas, dès cet hiver, Guillaume, on est justement loin de perspectives aussi idéalisées et on est dans une réalité très pragmatique avec une crise de l'énergie qui décidément fait le nœud de l'actualité en ce moment. Mais parce que pour nous, c'est pas trop les taxis qui volent et les villes-jardins, c'est plutôt un hiver sombre et chiant qui se profile. Selon qu'il sera plus ou moins froid, les régions françaises pourront se retrouver à tour de rôle comme ça dans le nord. Et si vous pensiez faire un petit Clash of Clans en attendant que le blackout passe, ça pourrait être raté parce que pas de jus, pas de réseau et peut-être pas de 4G non plus. C'est que nous aussi, on a un peu pris la confiance en fait en Europe. On est tellement habitué à ce que l'Europe n'ait jamais eu de coupure de courant ou très courte, qu'on a finalement très peu de solutions de secours. Donc en France, comme en Suède, en Allemagne ou en Angleterre, les opérateurs télécoms préviennent qu'il risque d'y avoir des coupures de stations cellulaires s'il n'y a pas de courant pendant plus de 30 minutes. En Europe, il y a à peu près dans les 500 000 stations. Pour la plupart, elles ont des batteries, mais elles durent pas si longtemps que ça, ces batteries. Et en Allemagne, les 33 000 tours ont un système de secours, mais il peut pas alimenter il peut alimenter qu'une petite fraction du parc à un moment donné. Donc en France, Enedis prévoit des rotations de coupures de 2 heures maximum dans le pire des cas. Les services essentiels comme les hôpitaux, la police et l'armée auront du jus, rassurez-vous, mais pas les antennes relais. En tout cas, pour l'instant, puisque la triade d'opérateurs français essaie de peser pour conserver le jus, comme en Italie et en Suède d'ailleurs, où on songe d'ailleurs à mettre aussi des groupes électrogènes sur certaines antennes. Bon, que l'hiver soit chaud ou froid, par contre, vous allez continuer à être bombardé d'injonctions plus ou moins pertinentes à réduire la conso. Il y a bien entendu un volet tech au plan de sobriété gouvernementale, donc la mesure la plus importante concerne la climatisation des data centers. À l'inverse de nous, leur température remonte de 2 degrés, puisque eux, ils auront droit à être à 23 degrés, la chance. C'est vrai, c'est paradoxal. Je vais aller habiter dans un data center, moi, ce hiver. Quelle bonne idée. Les calculs intensifs aussi pour être déplacés en heures plus creuses. On a déjà évoqué la gourmandise des supercalculs, les super algos, les IA, c'est pas gratos. Bon, de manière plus symbolique, quand même, tout le monde s'excite pour que les box soient éteintes le plus possible. Et ça me fait quand même un peu rigoler jaune, parce que, d'après vous, à quoi se connecte votre caméra, vos lumières colorées, votre montre, votre thermostat, toute la domotique qu'on vous exhorte à acheter comme ça depuis plus de 10 ans? Il y a la box, il faut l'éteindre quand vous n'êtes pas chez vous. Donc vous avez besoin de votre caméra connectée du coup, ou de votre thermostat pour consommer moins, c'est un comble quoi. Donc on risque de passer pour un traître à la nation, j'avoue que je suis un petit peu sceptique sur les injonctions du type « rechargez pas votre portable en période de pointe ». Ce qui consomme le plus, c'est ce qui fait du chaud et du froid. Donc oui, le chauffage, évidemment, la clim, les moyens de cuisson, ça a un impact important.
dans une moindre mesure aussi les télés et les consoles ou les PC puissants. Une PlayStation 5 en charge, c'est 350 watts. Un PC gamer puissant, ça peut être 4 ou 500 watts. Donc là, oui, c'est désagréable à entendre, hein, mais jouer sur Switch, c'est mieux de ce point de vue. Hein. Non, je suis pas du tout sponsorisé par Nintendo et je le déplore. Mais bon. Par contre, recharger son portable, c'est autour de 10 watts, donc faut pas déconner, quoi. Et une box, ça va être une vingtaine de watts, une trentaine de watts. Alors ok, c'est toujours mieux de pas consommer l'énergie. Mais franchement, vous mettez pas en danger pour ça, quoi. Je veux dire, hein, bon, enfin, en tout cas, voilà. Enfin, si vous voulez connaître la situation de la console en France, il y a le site monecowatt.fr, voilà, pour savoir si ce soir, vous pourrez jouer à la Switch, ou avec la Xbox, ou alors avec des cailloux. C'est pas mal aussi avec les cailloux. C'est un peu plus rudimentaire, mais c'est pas mal aussi. On parle pas souvent des nouveaux jeux auxquels on peut jouer à base de cailloux dans Tech Café, mais bon. Et effectivement, j'imagine que si on coupait toutes les box d'un pays à un instant donné, bah oui, probablement que ça ferait une économie directement de consommation énergétique. Et par extension, il y a plein d'appareils qui seraient probablement inutiles et donc qui pourraient être coupés. Mais effectivement, la démarche de couper soi-même sa box en espérant faire des économies d'énergie est pas très très sérieuse. Écoute, moi j'ai pris un petit engagement, Guillaume. J'ai un petit bureau qui est indépendant de la maison, alors notamment pour enregistrer des podcasts, qui sert aussi parfois quand j'ai la possibilité de faire un petit peu de télétravail. De garçonnière. Donc c'est bien. On peut le dire, c'est ma petite garçonnière et je suis un petit peu isolé du reste de la maison. Défaut, c'est coupé d'un point de vue chauffage. J'ai un petit radiateur électrique. Je me suis dit, cet hiver, je vais redoubler de laine et rajouter des petits manteaux et essayer de l'allumer le moins possible, de le laisser sur hors-gel, ce qui sera déjà une consommation, mais on va voir si je vais... écoute, moi, dans mon bureau, j'ai pas mis le chauffage du tout. Hein. Bon, je me chauffe au PC, oui. C'est tout. Je me chauffe mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça fait déjà le boulot. Très bien, vous nous direz, vous, quelles sont vos bonnes pratiques, peut-être dans les commentaires, techcafé.fr, sur les réseaux sociaux ou sur Discord, on sera ravis de suivre ça. Et alors, justement, on remonte un petit peu à l'inverse de notre fil. On est parti de grandes ambitions assez décorrélées des enjeux pragmatiques d'aujourd'hui. On vous a redécrit les enjeux pragmatiques du quotidien et de cet hiver. Et peut-être qu'on peut remonter un petit peu à l'inverse du spectre. Alors, non pas que ça va pas forcément, j'en sais rien, beaucoup consommer, mais c'est de matière à poser question. Guillaume, tu t'es attardé aussi sur une nouvelle lubie qui serait les pubs orbitales, donc les pubs à base de satellites. On a déjà évoqué brièvement ce sujet, mais là, il y a de matière à en reparler un petit peu. Ce serait formidable. Imagine la scène, je veux dire. Tu fais une promenade avec ton fils, le préféré. Oui. Par une belle nuit d'été. Je sais lequel c'est. Les grillons chantent, voilà, la lune est rousse et gibbeuse. Vous montez tranquillement sur les hauteurs d'Amiens pour profiter d'un ciel transparent exceptionnel. Tu te baisses pour montrer à ton garçon émerveillé le triangle d'été. Voilà Vega, voici Deneb et Altaïr. Soudain, il remarque une constellation qu'il n'a jamais vue. Pourtant, elle est très lumineuse, hein, comme si Vénus était multipliée. Ça, mon fils, réponds-tu empli de fierté à sa question muette, c'est la constellation du Castor. Mais non, c'est évident. Les étoiles qui bougent imperceptiblement décrivent en lettres de lumière Tech Café, comme ça serait énorme, n'est-ce pas? C'est fabuleux. Et pourquoi pas, hein, et voilà, on pourrait le prendre le melon, nous aussi. Je veux dire, la pub dans l'espace n'est pas une idée nouvelle. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé un petit peu avant. Et en gros, ça consiste à faire exactement ce que détestent les astronautes avec Starlink, mais en 10 fois pire. Donc on envoie 50 satellites gros comme des petits packs de lait qui se déploient en orbite basse. Ils sont pas très gros. Hein, Ils ne sont pas très gros, par contre ils déploient des gros réflecteurs pour envoyer un maximum de lumière vers la Terre et créer une sorte de constellation d'étoiles artificielles. Ils sont toujours orientés vers le Soleil et en direction de la Terre, donc du coup luminosité au max. Alors ouais, enfin ils passent, hein. Après ils sont plus sur l'horizon, mais disons qu'ils passent comme ça. Et ça coûterait 65 millions de dollars à faire, donc une misère, hein. C'est selon une nouvelle étude russe, qui conclut même que ça pourrait être rentable. Et là, c'est un gros problème, parce que si ça a une chance d'être rentable, ça sera fait tôt ou tard. Alors, ce qui nous sauvera peut-être, c'est que c'est quand même un sacré risque d'image. Si Nike envoie une constellation, il s'expose à beaucoup de critiques, on va dire. Et ce qui nous sauvera, nous, de toute façon, en tant qu'Européens, c'est que selon les estimations des Russes, le retour sur investissement serait maximal en hiver et sous les tropiques. Parce que le temps de nuit serait maximal, mais que les températures seraient pas trop froides. Et en plus, c'est aussi par là, dans le sud-est asiatique à peu près, qu'il y a les villes les plus densément peuplées, donc avec le plus de perdus à agresser. Donc voilà, on va peut-être annuler notre Ulule Tech Café dans l'espace, ça risque de pas marcher.
Bon, écoute, on va le mettre de côté, c'est dommage. On avait un beau projet. À l'heure où on est, encore une fois, avec le contexte énergétique qu'on a redécrit tout à l'heure, j'avais vu je sais pas si c'était vrai ou pas. Sincèrement, je voudrais pas affirmer la véracité de cette photo. J'ai vu passer des photos de messages de la part de EDF qui incitaient à des gestes d'économie d'énergie, et ils le faisaient en ayant acheté des tonnes de supports écran dans l'espace public. Bon, je sais pas si c'est vrai. J'ai pas vérifié l'authenticité, mais effectivement, je peux comprendre qu'une marque qui diffuserait des messages de ce type pourrait ne pas toujours être bien perçue de tout le monde, mais au moins on parlerait d'elle. Donc quelque part, est-ce qu'en publicité, c'est pas l'essentiel qu'on parle de toi, en bien ou en mal? C'est ce qui est dit. Il n'y a pas de mauvaise pub. Eh ben, on verra. Bon, je suis pas certain que ça puisse voir le jour. On le suivra ensemble le jour où ça arrivera. Tiens, le premier sponsor dans l'espace, on le relaiera dans ta café. En attendant, plus près de nous, encore une fois, un nouvel épisode incroyable de cette saga de l'année, où je sais pas en fait si on va continuer à beaucoup relayer les informations qui se succèdent, parce que ça devient un petit peu n'importe quoi à suivre. Bon, c'est un petit peu le passage obligé dans tout podcast tech d'en parler. Donc Elon Musk, Guillaume, on en était parti de il voulait racheter Twitter, en fait il veut plus, et en fait il veut bien. Alors vas-y, c'est la rubrique que j'ai pas envie de traiter, tu vois. C'est vous savez, on dit souvent qu'on fait ça par passion, tout ça. C'est vrai, mais enfin on a quand même nos préférences sur les news, un peu comme avec les enfants, c'est naturel. Mais je m'égare, littéralement je m'égare en fait. Je suis complètement paumé dans cette histoire. Donc faisons un récapitulatif rapide. Donc sur la suggestion de ses amis qui lui disent qu'il est formidablement beau et intelligent, Elon rachète 9,2% de Twitter en avril. Il refuse un siège au conseil d'administration, il boude, et donc il fait ensuite une offre de rachat 44 milliards pour la boîte, qu'il n'arrête pas d'insulter sur son propre service pendant ce temps. Bon. Puis Musk change d'avis, disant que oui mais non, il y a trop de bots. Donc Twitter attaque en justice pour forcer à acheter à un prix super avantageux, parce que depuis le Nasdaq s'est cassé la gueule donc dans l'intervalle, donc c'est quand même pas mal. Et puis Peter Zatko sort du bois et envoie des volées de scud sur les pratiques de sécurité de Twitter. Elon dit, vous voyez, hein, mais la juge répond, non, on m'en fout, rien à voir. Bon. Là, les avocats qui doivent commencer à sentir le roussi doivent lui dire, bon, on n'est pas complètement totalement sûr à 110% de gagner sur ce coup-là. Et donc, coup de théâtre, le 4 octobre, Elon veut finalement bien racheter Twitter au prix initial de 54,20 $ par action, à une condition que Twitter arrête les poursuites. Et là, Twitter, il se dit « Lol, non, ne me prends pas pour un lapin de 6 semaines. » Ils connaissent le loustic, ils veulent pas qu'il se défile encore une fois. Donc le procès continue, le rachat doit être bouclé avant le 28 octobre. Dans l'intervalle, Elon et Twitter continuent de se battre comme des chiffonniers, et Elon a aussi essayé de mettre fin à la guerre en Ukraine, d'ailleurs, en énervant le monde entier, sauf les Russes. Perso, il y a encore des trucs très flous dans mon esprit, par exemple, si Elon voulait vraiment se débarrasser de ce deal dont lui-même fait mine d'être prisonnier à coups de gifs animés sur Twitter, ben pourquoi est-ce qu'il ne paie pas le milliard de dollars de pénalité? C'est quand même une grosse somme, enfin il serait 43 milliards de dollars plus riche que s'il achète un réseau social qui rapporte que dalle, hein, je rappelle, et dont il ne sait pas vraiment quoi faire. Enfin, si, il sait à peu près quoi en faire, il va en faire X. Oui, ça part bien, je sais, mais en fait X c'est le nom d'une des premières boîtes de Musk, donc c'est pas aussi débile que ça en a l'air. Parce que X ne sera pas un réseau porno, enfin pas seulement, puisque sur le modèle de WeChat, Elon voudrait transformer Twitter en une super app. Une app où on peut tout faire, socialiser, faire du shopping, réserver tout et n'importe quoi, jouer, etc. Ok, c'est un projet, c'est vrai, mais WeChat est tellement différent de Twitter que c'est pas complètement évident que ce soit plus facile de transformer ce qui existe plutôt que de partir de zéro. Surtout quand on a 44 milliards de dollars à foutre dedans. Elon lui-même n'est pas sûr que Twitter lui permette de gagner 3 ans de développement sur X, donc ça fait quand même cher l'année de dev. Bon, tout ça est provisoire. La suite au prochain épisode, malheureusement. Il y a beaucoup trop d'absence de logique et de rationalité dans ces informations de rachat. Et s'il devait être conclu, ce serait probablement le rachat qui se ferait le plus dans la douleur dans le domaine de la tech. Tout sujet confondu, je pense. Enfin, je vois pas de sujet qui pourrait être plus malsain. Je vois pas du tout ce qui pourrait en ressortir de positif. Franchement, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut continuer à regarder les informations se succéder et pas forcément essayer d'en tirer des grandes analyses parce que forcément on va s'y perdre. Effectivement, t'as raison de mentionner le fait que ce serait quand même, à mon sens, beaucoup plus simple de redévelopper un truc à zéro à la WeChat. Il y a les utilisateurs qui seraient déjà là, mais bon.
quand même. Et il y a les utilisateurs qui seraient déjà là, mais ça fait quand même cher pour l'acquisition d'un parc d'utilisateurs. Bon, écoute, d'autant plus que peut-être que le problème finalement de ces réseaux sociaux, Guillaume, peut-être que le vrai problème, et d'ailleurs peut-être qu'Elon Musk serait d'accord avec cette affirmation, serait de dire que le problème ce serait le fait que les réseaux sociaux sont centralisés. Tu vois, lui qui promeut la liberté d'expression, qui veut absolument la liberté la plus totale dans les échanges, on sait à quel point c'est vital pour le bon fonctionnement d'un réseau social de ne rien avoir à censurer et de ne pas pouvoir signaler de contenu. Et finalement, peut-être que la solution passerait par le Web 3. Mais évidemment, enfin, Twitter, X, WeChat, c'est has-been. Le futur, c'est un réseau social décentralisé. D'ailleurs, ça fait 10 ans que Jack Dorsey le répète, en semblant ignorer l'existence de Mastodon, d'ailleurs. Mais bon, qu'il soit décentralisé, ok, mais voilà, il faut que ce soit blockchain aussi. Sinon, c'est de la triche. Et voici donc que Diamond et DeSo, donc DeSo, Decentralized Social, probablement, qui remettent encore 100 balles dans la machine avec un projet de réseau social intégralement blockchain. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent en gros, et en petit, en fait, c'est un tout petit peu différent. Ben, voilà, l'idée n'est pas nouvelle, et de base, elle n'est pas très bonne non plus, pour plein de raisons. Alors, la première, c'est qu'une blockchain standard n'est pas du tout adaptée à une gestion de base de données comme on utilise dans un réseau social, quoi. C'est-à-dire, on prend une base de données où on peut écrire écrire des champs, lire des champs, éliminer des trucs, enfin bon, faire une base de données normale, en fait. Et de ce point de vue-là, DeSo a bossé et propose globalement ce qui ressemble à une base SQL décentralisée, donc avec la flexibilité nécessaire pour un réseau social. Sans doute en plus lourdingue à cause de la redondance, mais bon, là, cette décentralisation est à ce prix. Par contre, pour l'immense volume de données que suppose un réseau social, il n'y a pas de miracle, seuls les liens sont sur la chaîne, en fait. Le contenu est stocké sur des serveurs externes. C'est pas très bizarre, hein. Tu t'imagines de répliquer les pétaoctets d'un Facebook ou d'un Twitter sur des dizaines de milliers de nodes, c'est quand même pas vraiment très très faisable. D'ailleurs, ils sont fiers de dire que le coût du gigaoctet de stockage on-chain sur DeSo, c'est $80. Ok, alors évidemment, c'est beaucoup, c'est infiniment moins qu'Ethereum, mais enfin quand même, $80 le gigaoctet. Mais bon, comme dans tout projet Web3, évidemment, il y a une crypto, il y a des NFT, tout ça, et bien entendu, Coinbase et Andreessen Horowitz injectent des millions par centaines dedans. Perso, j'ai l'impression que ça va encore être une impasse, et pour une raison qui n'est même pas vraiment technique, en fait. C'est que l'argument massu, c'est toujours le même, tu vois, pas de censure, comprendre, pas de modération. Mais ça marche plus en 2022. Et en fait, ça me fait penser à Tumblr. Tumblr qui est un peu dans l'actu là, à cause du porno, qui est parti, qui pourrait revenir, il y a des rumeurs, etc. Bon, Tumblr, c'est un truc qui est né en 2007, et à ses débuts, c'était vraiment la liberté totale. Concernant le porno, le slogan, c'était même « Go nuts, show nuts », ce qui signifie approximativement « Partez en live, montrez des couilles ». Bon, en 2018, Tumblr a été racheté par Verizon, et tout a changé. Donc le porno a été banni. Je m'en réjouis pas d'ailleurs, je m'en fous, mais il y a plein de gens qui croyaient qu'il allait revenir là, et même limite avec un peu plus de garde-fou qu'avant. Mais tout dernièrement, Matt Mullenweg, qui est donc PDG d'Automatic, qui possède Tumblr, a publié un post de blog expliquant pourquoi Tumblr n'allait pas revenir sur le porno, enfin pourquoi le porno n'allait pas revenir sur Tumblr, enfin, si vous voulez, mais aussi pourquoi aucun service moderne en 2022 ne peut avoir les mêmes règles que Tumblr en 2007. Parce que déjà, les compagnies de paiement, elles sont anti-porno. Et parce que l'App Store d'iOS est anti-porno. Les publicitaires et les investisseurs, le plus souvent, ils sont très frileux dans ce domaine, si ce n'est anti-porno aussi. Alors, on pourrait me dire que Diamond, justement, sur sa blockchain, il s'en fout. Mais alors, ça veut dire que le service est payant, et que c'est un truc premium, et sans appli iOS. Pourquoi pas? Mais tout de même, c'est quand même un gros frein, tu vois. Et pour finir, il existe de plus en plus de régulations, de lois en ce qui concerne les images intimes, ne serait-ce que ça, tu vois, l'explosion des smartphones. Je rappelle qu'en 2007, l'iPhone n'existait pas. Donc, les téléphones étaient encore très primaires en 2007. Hein. Donc là, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ça permet tellement d'abus, de filmer, d'envoyer des photos de manière tellement simple que ça pose des soucis énormes à des plateformes qui sont pourtant spécialisées comme Pornhub. Donc, aujourd'hui, il est obligatoire de vérifier l'âge de ceux qui uploadent. Donc, leur identité aussi, tu vois. Un réseau social non modéré, totalement, de manière... disons, techniquement, intrinsèquement anonyme, je vois pas comment ça peut fonctionner, en fait. Parce qu'un viol n'est pas tolérable sur aucune plateforme, quelle soit décentralisée ou pas. Et je sais pas comment Diamond va se débrouiller avec ça. Et comme avec la multitude, évidemment, là on parle du porno, mais la multitude d'autres contenus illégaux ou potentiellement problématiques, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir, mais bon, voilà.
Ouais, c'est intéressant de voir qu'au final, cette volonté de décentralisation en soi est peut-être pas forcément un objectif qui est pertinent de chercher à tout prix à atteindre. En tout cas, nous, dans Tech Café, on a notre opinion sur le sujet, vous l'avez compris. Et bon, de toute façon, c'est pas la première fois dans un épisode de Tech Café que vous allez nous entendre dire que l'absence de modération n'est pas souhaitable. On va mettre la section melon de côté parce que là, vraiment, on a mangé du melon, puis c'est plus la saison en plus. On va le mettre de côté, on va plutôt parler d'intelligence artificielle, mais aussi un petit peu de robotique pour faire développer cette intelligence artificielle. Et justement, tu voulais revenir un petit peu sur les réactions qui ont suivi la présentation d'Optimus. Alors, on a parlé un petit peu dans le précédent épisode de Tech Café. Optimus, c'est ce robot produit par Tesla et évidemment mis en avant par Elon Musk, vous nous voyez venir. Et on avait déjà eu un regard un petit peu critique concernant les propositions qui sont faites autour d'Optimus, qui sont finalement pas de nature à trouver qu'il y a une vraie avancée technologique. On pourrait argumenter sur le fait que le robot est réfléchi pour être à terme distribué dans des grandes quantités, ce qui est peut-être pas le cas des propositions robotiques actuelles. Et quand même, Guillaume, toi de ton côté, tu as suivi un petit peu justement les réactions qui étaient pour le moins tièdes en matière de robotique suite à l'annonce et la présentation d'Optimus. Ouais, des roboticiens se sont exprimés sur la date un peu, et globalement, c'est vrai qu'ils sont pas très impressionnés. Ils sont pas forcément hostiles, mais ils sont pas très impressionnés parce que, par rapport à ce que fait la concurrence, c'est pas très impressionnant. Il suffit de penser à Atlas, à Spot, ou encore à des robots moins connus comme Nadia, du HMC. D'une manière générale, Optimus fait pour le moment penser à Asimo, de Honda, un petit peu. Il marche un peu comme lui. Il a une réactivité qui ressemble un peu, mais on n'a pas de nouvelles d'Asimo depuis 2014, hein, donc je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs. 2014. Oh, je n'aurais pas pensé que ça faisait. Je crois qu'il est autant de temps. arrêté. Il est probablement dans un placard depuis 2014, le pauvre gars. Mais bon. Donc, si on regarde un robot plus récent comme Nadia, par exemple, hein, c'est encore d'Android bien plus agile qu'Optimus. Il est stable quand tu lui donnes des coups de pelle. Il marche sur des parpaings irréguliers. Il enjambe des trucs qui sont assez hauts. Hein. Et Cassie, par exemple, c'est une paire de jambes robots. Donc, c'est l'université de l'Oregon qui fait ça. Elle court le 100 mètres. Alors, elle court le 100 mètres en 24 secondes. Donc, je sais que ça paraît un peu nul. Pour un humain, c'est un peu nul. Mais pour un robot, c'est un record. Donc, c'est le robot qui court le plus vite. Et je parle même pas de Flippy, un robot capable de faire tout seul des frites bien croustillantes dans un fast-food. Donc, des robots, voilà, il y en a beaucoup. Il y a quand même pas mal de concurrence déjà. Et Optimus, pour le moment, n'est pas sensationnel, mais tout le monde s'accorde quand même à dire que les ingénieurs ont bien bossé. Parce qu'ils sont partis de rien, hein, parce qu'il y a 9 mois, il y avait rien. Et là, ils ont ça quand même. Ils ont un robot qui fonctionne, qui marche, qui arrose les plantes. Il est un peu lent, un peu gauche, mais quand même, c'est quand même un tour de force. Et le robot final ne sera pas prêt avant au moins 3 ans, et peut-être même 5. Donc il y a largement de la place pour des améliorations vraiment spectaculaires. Et de ce fait, Optimus, c'est quand même intéressant parce que il privilégie la forme sur la fonction. D'ailleurs, ça étonne certains spécialistes. Il y a même des questions qui se posent toutes simples. Pourquoi est-ce qu'il a 5 doigts ? Pourquoi faire ? Pourquoi t'as 5 doigts ? Je veux dire, tu peux faire une pince avec 2 doigts, avec 3 doigts, tu peux faire une ventouse et prendre des trucs. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir 5 doigts chez nous. Bon. Mais bon, en général, en robotique, on privilégie la fonction et la forme suit. Le pari d'Elon Musk, c'est de faire un robot humanoïde et qui est donc d'une versatilité maximale, ce qui est d'une difficulté maximale. Et cet objectif de faire un robot un peu universel avec un prix contenu, c'est quand même moins de $20,000, bon, c'est quand même super ambitieux, comme toujours hein, avec Elon. Pour le moment, Optimus donc en est assez balbutiement, donc c'est pas non plus pas plus à grimper au rideau, mais je suis quand même très curieux de voir les progrès là-dessus. Ouais, c'est la durée pendant laquelle il a été développé et de voir qu'en 9 mois, ils ont réussi à ce résultat-là, laisse songeur, peut-être, encore une fois, sur des grands volumes, sur de la distribution en grande quantité. Intéressant, on continuera à suivre les Optimus 2, 3, 4, etc. Mais en attendant, on peut faire aussi un détour du côté du super ordinateur de Tesla. Mais écoute, oui, Elon insiste sur le fait qu'il y a une cohérence entre faire des voitures et faire des robots, ce qui n'est pas évident au premier abord. Mais Tesla, c'est une boîte qui a une expertise des batteries, des moteurs, qui a une expertise aussi en IA pour son autopilote. Et désormais, c'est aussi une boîte qui a un des super ordinateurs les plus puissants du monde, avec, pour l'intelligence artificielle, et ça s'appelle le Dojo. Donc on avait un petit peu parlé dans Tech Café Weekend de l'architecture du Dojo qui repose sur des puces maison et qui développe 1,1 hexaflop en 16 bits pour le deep learning, et il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont autant de puissance sous le pied. Donc on a appris il y a quelques mois même qu'ils avaient fait des tests pour pousser la machine un peu fort. Là, ils avaient poussé au-delà de 2 MW, ce qui a fait péter les plombs de leur transfo, et aussi ceux des ingénieurs de la ville de Palo Alto qui les ont appelés Furax. Bon,
avec la masse de travail sur les vidéos des capteurs et des voitures, et désormais aussi les robots entraînés, ben finalement le dojo, oui, il prend son sens, et je pense qu'il va pas s'ennuyer. Ouais, je repensais aussi à une remarque que nous a faite Mika, hein, un de nos auditeurs VIP de Tech Café, qui a déposé un commentaire suite au dernier épisode et qui disait mais comment ça se fait qu'il y a autant de constructeurs de véhicules qui se lancent dans la robotique. Moi, j'avançais un argument qui n'est qu'une opinion tout à fait personnelle que je soumets à ta sagacité, Guillaume, c'est que finalement il y a peut-être beaucoup de parallèles à faire entre un véhicule et un robot. Les deux sont des trucs qui se déplacent et qui sont constitués de technologie et qui sont assez massifs. Et accessoirement aussi, il y a quand même peut-être un savoir-faire de la part des constructeurs automobiles, justement en matière de robotique, parce que c'est déjà des robots qui sont pas des Optimus, qui sont plus des trucs qui ressemblent à des bras, mais pour construire les voitures. Et je sais pas si dans l'industrie il y a des robots aussi avancés que ceux qui construisent les voitures, tout simplement. Je me demandais si c'était une argumentation qui tenait la route et en tout cas qui pouvait te séduire, toi de ton côté, Guillaume. Je dirais que ça dépend quand même beaucoup du constructeur automobile, en fait. Les constructeurs automobiles, ils ont des moyens, ils ont des ingénieurs, mais ils n'ont pas forcément l'expertise pour faire de la robotique. La robotique, c'est quand même un domaine très particulier, avec des chercheurs, des PhD en robotique. C'est quand même, voilà, ça s'improvise pas forcément, si tu veux. Après, le truc, c'est qu'il y a des moyens, et peut-être, effectivement, il y a aussi des analogies sur les marchés, c'est-à-dire que un robot, tu vois, il dit $20 000, c'est le prix d'une bagnole, en fait. Exact. Et puis bon, effectivement, dans le cas de Tesla et dans le cas de d'autres aussi, il y a une expertise sur la motorisation aussi, évidemment, tu vois, sur la mécanique qui peut aider, évidemment. Dans le cas de Tesla en particulier, il y a quand même une bonne expertise sur la reconnaissance visuelle, sur l'intelligence artificielle qui reconnaît les formes, qui arrive à s'orienter dans l'espace, etc. avec l'autopilote. C'est vrai que, autopilote, elle sait quand même s'orienter dans l'espace et reconnaître, si tu veux, là où il y a un arbre, là où il y a un trottoir, là où il y a... Et donc, toute cette expertise-là peut être, en partie, si tu veux, utilisée. C'est pas forcément vrai de tous les constructeurs automobiles, mais il y a d'autres constructeurs automobiles qui développent aussi des autopilotes et qui donc ont aussi développé une expertise en reconnaissance visuelle, etc. Donc, ça dépend quand même pas mal du constructeur automobile, mais oui, il y a quand même des choses qui peuvent être reconsidérées. Cela dit, même Tesla pourrait, à mon avis, vu la tronche de son Optimus, il pourrait vraiment bénéficier d'engager plus de chercheurs de PhD en robotique, franchement, parce que le robot ne fonctionne pas clairement d'une manière aussi fluide que ce qu'on a vu dans d'autres labos universitaires ou chez Boston Dynamics ou ailleurs. Donc, globalement, je pense qu'en fait, il manque de personnel qualifié pour l'instant. D'ailleurs, leurs conférences de ce type chez Tesla sont aussi des moyens pour eux d'appeler à des recrutements parce que ça doit être assez vital d'aller chercher les meilleurs sur ce type de sujet. Oui, clairement. Ils ont besoin d'ingénieurs, c'est sûr. Ils ont besoin d'ingénieurs pour les aider à avancer. Il faut peut-être y arriver aussi à convaincre des experts. Peut-être qu'ils vont convaincre des experts qui ont bossé sur Spot, qui ont bossé chez Boston Dynamics. Là aussi, c'est un sujet que tu voulais aborder, Guillaume, parce que quand on parle de robotique, c'est probablement l'image qui est la plus marquante, qui nous revient à l'esprit, le robot chien ou le robot qu'on essaye de faire tomber avec le balai et qui arrive à tenir droit. Mais ça revient aussi dans l'actualité parce que dans un cadre de crise de type, notamment guerre en Ukraine, on peut parler d'armement de robotique, pas que dans ce cadre-là, d'ailleurs, de la guerre en Ukraine, mais c'est un sujet qui revient sur le devant de l'actualité, Guillaume. Oui, parce que les robots chiens, les petits robots quadrupèdes, en fait, c'est devenu banal, il faut le dire. Il y en a eu dans la police américaine, il y en aura en Allemagne. Bon, ils sont pas armés. Il y en a à Pompéi, je crois, on avait dit, qui circulent dans la ville. Qui patrouillent à Pompéi. Donc c'est presque banal. Et en général, ils sont pas armés. Bon. Genre, je sais pas si vous avez vu passer ces vidéos de robots un peu analogues à des spots, mais modés avec des mitraillettes. Donc il y a Unity par exemple. Déjà il y a Black Mirror accessoirement. Alors oui, non mais ça, là c'est en vrai. Sans parler de ça, en réalité, voilà. Là c'est en vrai, c'est en réalité. Donc, par exemple, il y a Unity qui fait un robot chien à 3000 balles. C'est cher, mais c'est accessible finalement à pas mal de monde quand même, $3000. Et donc, bien sûr, certains customisent leur acquisition avec une GoPro et des moteurs et des guns, évidemment, parce qu'on est aux États-Unis. Alors, la vidéo que j'ai vue, qui est sponsorisée par NordVPN, d'ailleurs, ça m'a fait hurler de rire. Le mec fait la pub de NordVPN au milieu, c'est... Bon. Donc, ça donnait pour argument les tueries de masse dans les écoles. C'est-à-dire, c'était des tueries de masse dans les écoles. Quelle est la solution ? Des robots chiens qui se baladent avec des guns, évidemment. Donc, pas de souci. Est-ce qu'on est surpris ? On sait faire des pâtes.
Et donc, on fait des mitrailleuses sur pattes. Quoi de plus logique? Est-ce que c'est bien? Non, c'est cauchemardesque. Hein, sur une échelle de 0 à Terminator, on se rapproche doucement des Metal Gear. Mais bon, est-ce que l'armée va se priver de faire pareil avec des robots encore plus costauds et blindés? Est-ce que demain, on n'aura pas des essaims de drones terrestres autonomes envoyés pour mater des guérillas urbaines? Oui, mais s'il vous plaît, pas avec des robots de Boston Dynamics, parce qu'avec quelques potes, donc Anybotics, Unitree, Open Robotics, etc., ils ont écrit une lettre ouverte où ils disent qu'ils veulent pas qu'on détourne leurs petits robots tout mignons pour mettre des armes dessus. En tout cas, eux, ils le feront pas et ils veulent pas qu'on le fasse. C'est mignon, hein? Oui, c'est mignon. Parce que déjà, je vois pas comment ils pourraient empêcher quelqu'un de scotcher une calache sur le dos d'un spot et voilà, hein, je vois pas très bien. Et d'autre part, ils se mouillent eux-mêmes pas tant que ça. Parce qu'ils parlent, je cite, de robots multi-usages à mobilité avancée. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas de robots dont l'usage précis serait des canardiers du soldat ou du contrevenant, n'est-ce pas? Si l'armée ou la police fait ses propres trucs, pas de souci. Donc Metal Gear, nous voilà. Et puis bon, quand on voit la guerre en Ukraine, c'est évident que si l'un des deux parties ou les deux avaient des robots comme ça, je pense qu'ils les auraient utilisés depuis très longtemps. Tu sais que c'est intéressant que tu abordes ça sous cet angle en fait de la prise d'opposition finalement qu'ils peuvent avoir. On leur reproche de publier une lettre ouverte de ce type-là et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu décalé et surtout pas très très efficace et un peu décorrélé de toute réalité. Malgré tout, t'es à leur place. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas aller dans le sens de ce type de technologie? Est-ce que ça veut dire que on doit cautionner le fait que ça puisse être utilisé comme une arme? Tu vois, c'est compliqué en fait à partir du moment où tu proposes ce type de produit. Et... Après, bon, tu me diras, t'as déjà des. T'imagines la merde dans laquelle ils sont en fait? Oui, non, mais ça c'est clair. En vrai, j'aimerais pas être à leur place le sur truc, cet aspect-là. En plus, les bricolages qui sont faits, c'est des trucs très simples, c'est-à-dire qu'ils sont complètement séparés du robot. Tu prends un robot Unitree, il a sa propre télécommande et dessus c'est ça, tu scotches une calache, enfin une mitraillette avec un petit mécanisme et une GoPro, mais la mécanique, enfin le GoPro et le truc, enfin c'est complètement indépendant du robot. Le robot il le sait pas qu'il a un truc sur le dos, tu vois. Comment tu veux qu'il le sache? Comment tu veux empêcher ce genre de bricolage débile? Je sais pas. Et pour les insectes, Guillaume, est-ce que là, pour le coup, on pourrait cautionner des usages petit peu violents? Là où les robots tueurs vont mettre tout le monde d'accord, c'est pour les robots tueurs de moustiques ou de cafards. Là, il n'y a pas de quartier. Et justement, si vous avez, alors désolé pour vous, des soucis avec les rampants comme ça, il existe désormais une manière, sinon efficace, tout au moins ludique, de les éliminer, puisque dans une revue qui s'appelle Oriental Insect, qui va devenir ma lecture de chevet, non, je crois pas. Il y a un mec qui s'appelle Ildar Rakhmatulin qui donne les plans de sa tourelle laser automatique à cafard, qui est basée sur un Raspberry Pi, avec une reconnaissance automatique de cafard, et ça marche très bien, en distance d'1,20 m à peu près. Donc toutes les sources sont sur GitHub, le matos au complet coûte moins de $250, donc on se prend à rêver d'une production en grande série, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Alors par contre, attention, je suis presque sûr que ce machin n'est pas aux normes NF, normes françaises, je crois pas. Le laser qui crame les cafards pouvant tout aussi bien te cramer un œil, hein, donc attention, c'est ni moins une décharge, hein, si vous utilisez ça, je veux rien avoir à faire là-dedans. Mais il paraît que tu es déjà en train de monter ta propre solution justement parce que tout est commandé. Tu nous tiendras au courant, mais on dira pas vraiment que tu es en train de le développer. Parfait. Écoute, comme je le disais en intro, Guillaume, je pense que sur cet élan, on peut enchaîner avec tous ces programmes qui, moi, m'émerveillent semaine après semaine et qui me font tant réfléchir et prendre tellement de recul. Tu sais, dans l'actu, en ce moment, il y a des choses qui passent. Tu vois, on s'abaisse même plus à parler, du coup, de smartphones, tu vois, les Pixel Watch et tout. En fait, tout ça, on s'en balance un peu parce qu'il y a tellement de distance à prendre par rapport à des innovations aussi marquantes que ce qu'on décrit avec les images génératives. Et là, justement, alors on est sur une lancée, on va continuer. Guillaume, il y a plein de nouvelles choses à dire, y compris dans le domaine, oui, forcément, de la vidéo après l'image, et même de la musique. Ouh. Et oui, on n'en finit plus de vous parler des capacités créatives des IA. Elles ont un incroyable talent. Voilà. Donc on accueille 2 nouvelles candidates. Alors même plus de 2 nouvelles candidates, puisqu'il y a Make Video de Meta, il y a Imagen Video de Google, il y a Cog Video et Afenaki. Donc elles ont tout en commun d'être capables de produire des petits clips vidéo basés sur un prompt, comme un mid-journée, créer des images. Donc je l'évoquais comme une perspective à long terme devant les prouesses de Stable Diffusion, la possibilité de créer des vidéos. Long terme de quelques semaines. Tu vois, voilà. Et c'est déjà là, ça y est, c'est déjà fini, moi j'en peux plus. Donc il y a des expériences là-dessus depuis quelques temps. Déjà en mai dernier, il y avait des transformers qui avaient été utilisés pour créer des vidéos, c'est qui a d'ailleurs conduit à Cog Video. Alors ok, c'est encore les vidéos à faible résolution,
En fait, elle est massivement upscalée. Il y a pas mal d'artefacts, donc on est vraiment très loin du Blu-ray, mais ça marche. Donc un nounours peignant son autoportrait, une autre qui fait la vaisselle. Imagen est peut-être encore plus fort. La vidéo de la goutte qui tombe dans l'eau, ou du café, comme ça qu'on verse, ou du requin, vraiment, sont à s'y méprendre, c'est impressionnant. Donc Imagen utilise un processus comme celui de Stable Diffusion, mais en cascade, donc, qui génère d'abord 16 images seulement, et ensuite d'autres modèles imaginent des images intermédiaires, un petit peu comme DLSS3 en fait. Hein. Et puis après, il y a un upscaling comme ça aussi par Deep Learning, encore comme DLSS, pour rajouter les détails qui manquent. Donc on est limité pour le moment à des clips très courts, mais quand même. Et on peut aussi, d'ailleurs, dans Fenaki, prendre une image comme base et l'animer avec un prompt. Donc, par exemple, tu envoies ton chat, et tu peux faire une vidéo de ton chat qui bâille ou qui donne un coup de patte. Donc c'est fou, c'est génial. C'est pas encore disponible pour tout le monde. Ça ne saurait tarder, hein, vu la vitesse à laquelle ces trucs se démocratisent, c'est incroyable. Et bon, tu l'as dit, après la vidéo, il y a aussi le son. Et voilà, notre prochain candidat, il s'appelle AudioLM. Et c'est un modèle qui s'inscrit aussi dans l'interpolation temporelle, en fait, hein, voilà, un peu comme la vidéo. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il continue un clip sonore qu'on lui présente. Donc tu lui donnes 3 secondes de piano, il va te pondre 20 secondes de piano, avec exactement le même style. Donc ça sera du piano, déjà, bon, c'est pas si évident, mais quand même. Et surtout, ça sera stylistiquement cohérent, au point que ça pourrait vraiment être une musique composée par le même gars, en fait. Donc AudioLM, ça vient de Google, hein, et ça innove en proposant une approche linguistique de la génération audio. C'est pour ça audio, en fait, c'est Language Model. AudioLM commence par écouter ce qu'on lui donne, déjà, et puis il modélise le signal en vecteurs abstraits, donc des tokens, qui représentent une version compressée du signal, tout en retenant le maximum d'informations possibles. Disons, pour la quantité d'informations qu'on lui autorise, évidemment. Donc ça veut dire la taille du modèle. Donc cette représentation en token, en fait, en vecteur, elle est analogue à celle qu'on fait d'une phrase quand on la donne à analyser à un modèle de langage, comme GPT-3. Et comme GPT-3 apprend quels mots apparaissent fréquemment ensemble, et dans quel ordre, AudioLM, il va faire pareil, mais avec des unités sonores. Et des unités sonores qu'il aura lui-même identifiées et repérées. Du coup, si AudioLM voit arriver une sonate au piano, il va pas simplement produire une onde sonore à qui va ressembler, hein. Il va produire une suite de tokens sonores qui vont très probablement se rapprocher très fortement des notes d'un piano, et ces tokens seront ordonnés de manière cohérente par rapport à ce qu'il aura déjà entendu comme sonate, sur laquelle il aura été entraîné. Et ça marche aussi avec la parole, parce que le modèle a été aussi entraîné sur de la voix. Donc si l'on donne le début d'une phrase, il va produire la suite, qui va non seulement ressembler à de la voix humaine, mais carrément contenir des mots qui vont se suivre de manière cohérente le plus souvent. Donc avant ça, on savait faire ce genre de choses, hein, mais sur des paroles, ça produisait du simlish, quoi. Ça produisait des trucs qui ressemblaient à des paroles, mais c'est pas vraiment un discours. Là, dans une certaine mesure, bon, évidemment, il faut pas en faire des heures non plus, mais ça donne des phrases cohérentes sur quelques secondes, quelques dizaines de secondes, avec des vrais mots, donc c'est vraiment super impressionnant. Je reviens sur la génération de vidéos, Guillaume. C'est vrai que la qualité est pas encore aussi convaincante que la génération d'images, mais quand on y repense, quand on commençait à aborder ce sujet dans le domaine de la génération d'images, il y a de ça quelques mois en fait, quand on a vu les premiers modèles sortir et qu'on voyait des premiers exemples. Ouais, c'était il y a quelques mois en fait, si je me trompe pas. Les premières versions de DALL-E, c'était quand? C'était peut-être il y a 2 ans. Les toutes premiers essais, c'était peut-être il y a 2 ans max. Je dirais qu'en état de qualité de production de vidéo, on est à l'état de qualité de production des images il y a 1 ou 2 ans, quoi. Donc DALL-E, le premier, je pense que c'est 1 an, mais il faudra vérifier. Ça va tellement vite, c'est génial et effrayant à la fois. Et en plus, ça s'arrête pas là, parce qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels la génération par intelligence artificielle démontre ses capacités et ses prouesses. Notamment, ça va laisser rêveurs les concepteurs de jeux vidéo, mais le développement d'objets en 3D, carrément. Oui, absolument. Alors, si vous en voulez encore, cette semaine, c'est le festival. Il y a Dream Fusion qui génère des objets en 3D à partir de leur description sous forme de prompt. Le principe, c'est qu'au lieu de produire une image, il produit un nerf. Donc, alors pas un pistolet, il produit un Neural Radiance Field. Pourquoi pas ? Donc c'est un champ de radiance neurale
Bon, on avait vaguement déjà évoqué les nerfs, alors c'est pas un domaine facile, hein, c'est les champs de radiance, ce sont des images augmentées, en gros. C'est-à-dire que chaque pixel contient des infos sur la couleur et la lumière, ça aussi c'est vrai, mais aussi sur la direction de la lumière, et du coup on peut en déduire la géométrie locale des objets. Donc on peut créer des représentations de ces champs de radiance dans les réseaux et les manipuler autant que des images standards, c'est juste qu'il y a encore plus de données. Et de fait, les images produites par Doom Fusion ne sont pas aussi complexes que les scènes produites par Midjourney et compagnie, mais on peut demander une infinité de trucs, d'un croissant, un cochon qui fait de la batterie, et voilà, on peut obtenir un champ de radiance, et ensuite ce champ de radiance, via un autre algorithme, bien entendu, va être exporté comme un objet 3D que tu peux manipuler dans ton logiciel favori, Maya, Blender et compagnie. Alors, et que tu peux imprimer sur une imprimante 3D, pourquoi pas. Effectivement, si tu veux. Alors c'est récent, c'est le début, mais ça trace un futur vraiment où les machines pourront assister les humains de manière incroyablement poussée et personnalisée, dans une variété de tâches inimaginables, quoi. C'est vraiment incroyable. Et même au-delà, d'ailleurs, hein, on remarque aussi des trucs qui pourraient devenir vraiment précieux dans peu de temps. Hein. Par exemple, on a remarqué que Stable Diffusion, donc celui qui produit des images à partir des prompts, là, hein, eh ben, il peut aussi compresser les images, et même très bien. Bon, ça, c'est incroyable. Même un peu trop bien, en fait. Alors, ça vient du fait que Stable Diffusion peut aussi prendre en entrée une image. Et cette image, il peut la digérer, il peut la convertir dans son propre espace latent, dans son esprit, si vous voulez. En fait, les images latentes, c'est un espace où le réseau représente les images de la manière dont il a appris à représenter les images en s'entraînant sur une infinité d'images. Enfin, sur une infinité, sur des milliards et des milliards d'images. Donc, en gros, ces images latentes, c'est celles qui pourront être réalisées en fonction du prompt. Donc on part d'une image latente et en fonction du prompt, on s'oriente dans cet espace pour créer une image, disons une véritable image, on va dire, ou plusieurs, évidemment il y en a plein. Donc cette représentation latente, elle est très compacte pour le coup, à tel point qu'elle donne une compression meilleure que le JPEG. Alors, si on extrait les informations de cette représentation latente, la compression est meilleure que le JPEG. Et pour retrouver l'image d'origine, il suffit de laisser Stable Diffusion faire son boulot habituel, c'est-à-dire halluciner l'image à partir de ce truc-là. Donc la reconstruction est super précise en fait, elle est même meilleure qu'en JPEG à haute compression, mais il y a plusieurs problèmes quand même. Donc vous enflammez pas. Si vous voulez remplacer le bon vieux format JPEG ou même JPEG 2000 par cette méthode, pour le moment il y a quand même des soucis. Alors, le premier, c'est évidemment qu'il faut stocker le modèle. Et il est gros, hein, évidemment, puisque Stable Diffusion, c'est un gros modèle, donc ça pèse des centaines de gigas. Donc, avoir un compresseur-décompresseur de plusieurs téraoctets, c'est pas forcément idéal. Et ensuite, ça nécessite énormément plus de calculs à la compression et à la décompression, forcément. Enfin, t'imagines, la décompression, c'est le temps que vous attendez pour que Stable Diffusion vous ponde une image. Hein, donc, bon, pas être trop pressé. Et puis surtout, Stable Diffusion n'est pas assez discipliné pour le moment. C'est-à-dire qu'il reconstruit les images en hallucinant. Et parfois, il lui arrive de rajouter des détails qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas dans l'original. C'est ce qu'on lui demande au départ, donc c'est normal. Donc il rajoute des détails, sauf que bon, c'est vrai que si tu photographies ton salon et qu'il y a un pot de fleurs qui n'existe pas, à l'arrivée, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que c'est peut-être une piste pour avoir des compresseurs ultra efficaces dans un futur proche, parce qu'en réalité, ce qu'on fait quand on compresse les images, c'est ça, c'est qu'on choisit une représentation qui est plus adaptée au fait même que ce soit des images. C'est ça qu'on fait quand on fait une transformation de Fourier. On change la base pour faire en sorte que pour que la représentation soit plus pertinente vis-à-vis du fait que ce soit une image. Et ensuite, du coup, on conserve les premières coordonnées et puis ça suffit. Et là, en fait, on fait un petit peu pareil. Si tu veux, on trouve une représentation qui est plus pertinente, un point de vue qui est plus pertinent. Et en fait, ce point de vue pertinent, il a été construit par le réseau parce qu'il a vu énormément d'images et qu'il sait à peu près qu'est-ce que c'est que ces images et il sait la manière de les représenter. C'est inattendu de voir la compression comme étant un usage pertinent à développer de ces intelligences artificielles. Je reviens brièvement, petite parenthèse, sur la génération d'objets en 3D. Finalement, je me demande dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle et ces outils ne seraient pas des véritables solutions pour les studios de développement de jeux vidéo. Est-ce qu'on peut espérer aller dans 5-10 ans qu'il y aura moins de crunch grâce aux IA et quelque part, il y aura autant de crunch, mais il y aura des équipes beaucoup plus réduite. Ah, c'est ça oui, d'accord. Ils seront moins nombreux à souffrir, c'est ça qui va dire. C'est ça qui va se passer. Un dernier truc sur la compression, parce que là où je voulais quand même, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que si vous regardez les taux de compression JPEG et Stable Diffusion, ils sont très très proches. C'est-à-dire Stable Diffusion est un peu meilleur que JPEG, mais JPEG est pas si mauvais que ça. Et quand on sait que JPEG c'est quand même un format qui est très vieux, qui est basé sur les transformations de Fourier, alors qu'aujourd'hui on sait faire des trucs avec des transformations de ondelette et qui sont beaucoup plus puissantes, ne serait-ce que JPEG 2000, en fait on se dit que la compression qu'on utilise nous
au jour le jour, par exemple la compression en ondelette, qui est comme quelque chose de très classique depuis 20 ans, en fait, c'est vraiment pas mauvais. Parce que le réseau, il a quand même vu énormément d'images, il a fait il y a eu des calculs absolument astronomiques pour produire cette représentation. Et en fait, elle est un peu meilleure que le JPEG, mais pas tant que ça. Ce qui veut dire que, quand même, en faisant des recherches sur la compression d'images, on est arrivé à quelque chose de vraiment pas mal. C'est donc du bon travail. Rétrospectivement, on peut encore mieux évaluer positivement le travail qui a été mené dans le cadre de la compression du JPEG. Pas si mal. Donc, mention honorable avec le recul. Et puis... C'est sympa. Bon, allez, bonne mention avec le recul. Peut mieux faire quand même, parce qu'on peut toujours mieux faire. Et puis, un dernier mot aussi, dans des usages assez inattendus, avec un article pour le moins cocasse que tu nous as dégoté, Guillaume, sur Ars Technica, avec l'interview, grâce aux intelligences artificielles, nécessairement, de Linux. Mais oui, Guillaume, c'est fou, on va pouvoir parler non pas au pingouin, mais au système d'exploitation lui-même. Non, mais j'adore. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Project December, j'en avais parlé, il me semble, un truc week-end, c'était ça. Oui, c'était un service pour créer des chatbots, en fait, qui incarnent pour ainsi dire n'importe qui, y compris des personnes décédées. Bon. Eh bien, il y a un autre service de ce type-là, qui a fait son apparition, qui s'appelle character.ai, et il est intéressant parce qu'il repose sur un modèle open source qui s'appelle GPTJ, et qui est à peu près aussi puissant que GPT-3, en fait. Et il a été mis sur pied par seulement 7 personnes. Et si vous vous demandez à quel point ça marche, Ars Technica s'est amusé à créer le chatbot Linux, le système d'exploitation, et après ils l'ont interviewé. Et dire que ça marche bien, c'est un euphémisme. C'est incroyable, parce que l'échange est cohérent. Linux donne sa distribution favorite, c'est Arch Linux. Il dit ce qu'il a pensé de Windows 8, il dit que Windows 98 c'est sa version favorite, et il dit pourquoi à chaque fois, il argumente. Tout ce qu'il dit sur macOS, sur pourquoi il n'est pas le système grand public qu'il pourrait être, Linux, pas macOS, tout est cohérent. C'est à tel point que je me suis sérieusement demandé s'il bluffait pas. Mais bon, c'est pas le mois d'avril, je vois pas de raison, donc c'est en anglais, mais c'est vraiment dingue, c'est vraiment très rigolo à lire. Et bon, en passant pour finir, on va dire, pour revenir sur Bruce Willis, qui a donné son autorisation pour apparaître en deepfake dans une pub russe, mais qui a pas vendu son image, donc ça c'est une rumeur. Bon voilà, c'est pas encore le cas, même si franchement, après avoir créé un deepfake de la voix de Dark Vador, plus rien ne m'étonne venant d'Hollywood. Et pour finir, un petit bonus sur un artiste turc qui a utilisé une combinaison d'outils pour créer des photos de célébrités mortes avec l'âge qu'elles auraient aujourd'hui, ou en tout cas vieilles. C'est assez génial. On va dire. Et donc on retrouve Diana, Freddie Mercury, Janis Joplin, Kurt Cobain, Bruce Lee, Lennon aussi, comme on les a jamais vus. Et donc c'est assez frappant, c'est très réaliste et c'est presque touchant. Ça en est extrêmement convaincant, effectivement. Juste concernant les OS et l'algorithme utilisé, quel est le type de données qui est donné à digérer à character.ai pour générer la personnalité? J'ai du mal à identifier. J'ai l'impression que c'est une masse de données, mais de conversations en ligne, de documents, de pages Wikipédia, etc. J'imagine que c'est plus ça. Alors, GPTJ, c'est vraiment comme GPT-3. C'est-à-dire c'est un modèle de langage qui se veut universel. Donc, on commence par l'entraîner sur, en gros, tout le texte qu'il y a sur Internet, pour faire simple. Et ensuite, on le règle, on le tune, on le personnalise en lui donnant un prompt de départ. Et ce prompt de départ, en fait, c'est ça qui va orienter ce qui va aller après, ce qui va venir après dans la conversation. Donc, en gros, pour faire Linux, ils ont dû décrire Linux. Typiquement, il y a probablement une page de texte qui dit « Je suis Linux, je suis un système d'exploitation créé par Linus Torvald dans Gna, je suis gna gna gna, etc. » Et en fait, je pense que c'est ça, c'est-à-dire il doit y avoir, alors peut-être que c'est un petit peu plus sophistiqué, peut-être que c'est un fine-tuning, peut-être qu'il y a un formulaire à remplir en plus sur Character.ai, mais globalement c'est ça, c'est ce qu'on appelle le few shot learning, c'est-à-dire qu'en gros, le modèle universel apprend en quelques exemples à se comporter comme tu veux qu'il se comporte. Tu vois, c'est ça que faisait GPT-3 très bien. C'est ça qui a beaucoup étonné d'ailleurs au début, c'est que le modèle était capable d'être relativement polyvalent, alors qu'à la base, on rappelle qu'un modèle de langage, c'est juste un truc qui fait de l'autocomplétion. C'est-à-dire, vous écrivez une phrase, il dit, qu'est-ce qui aura le plus de chance, quel mot aura le plus de chance d'être après le mot que vous avez tapé. C'est tout. C'est vraiment comme sur un clavier de portable. Mais malgré ça, avec le few shots learning, vous pouvez quand même l'utiliser pour faire des tas de trucs, et dont le chatbot.
Ok, peut-être que ça va vous donner des idées à vous qui écoutez Tech Café. Pendant que vous faites maturer vos idées de personnages que vous pourriez générer grâce à Character.ai, on va passer à une rubrique jeux vidéo avec la première info, les premières infos dans cette rubrique que tu as qualifiée de archi cool, notamment avec Unreal Engine 5.1, Guillaume. Et oui, puisque Epic et Autodesk se lancent dans une collaboration pour approcher les outils de conception en architecture et les moteurs de jeu en temps réel. Donc les pros utilisent des logiciels super sérieux comme Revit qui permettent de faire des plans précis et standardisés mais pas forcément très très jolis, enfin tu vois, pas très sophistiqués. Les rendus jolis sont pas en temps réel en tout cas. Et donc désormais Revit va s'interfacer avec Twinmotion qui est un logiciel de visualisation 3D temps réel basé sur Unreal Engine 5 et qui permet d'avoir la qualité d'un rendu offline mais interactif. Et comme fondamentalement c'est le moteur de jeu, du coup, on peut tout animer. On peut rajouter des passants qui se baladent, des voitures, changer voler les matériaux, les couleurs. On peut aussi utiliser la bibliothèque d'assets Epic, donc pour rajouter des arbres par exemple, ou effectivement des voitures. De quoi rendre quand même largement plus sexy les démos dans les cabinets d'architecture, j'ai l'impression. Bah oui. Et c'est un joli coup pour plus Epic. Simple en fait, parce qu'elles sont déjà très sexy, mais elles sont plus convaincantes et beaucoup plus faciles à générer. Tu peux aussi tourner autour, tu peux rentrer à l'intérieur et la lumière est toujours de la même qualité, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Quel pied. C'est vraiment magnifique de voir la vidéo. C'est très beau. Vraiment... en tout cas, la démo vraiment est impressionnante. Et c'est vrai que c'est encore un joli coup pour Epic qui continue donc à étendre son emprise bien au-delà du jeu vidéo. Donc il était présent dans le cinéma, la télévision. Unreal était déjà utilisé dans diverses simulations avec MATLAB par exemple. Mais là, on entre dans l'architecture pro, vraiment la visualisation pro. Et encore un peu, et on ne sera pas loin des terres d'Omniverse, donc la chasse gardée de Nvidia pour l'instant, donc on verra. En tous les cas, Unreal Engine donc, continue d'évoluer, et ils vont sortir la version 5.1. Donc j'en profite pour donner quelques nouveautés qui sont quand même très appréciables. D'une manière générale, le 5.1 améliore les performances avec Lumen, donc pour l'éclairage, Nanite pour la géométrie, et donc les Virtual Shadow Maps donc pour les ombres. Donc le moteur supporte désormais les jeux en 60 fps, et c'est vrai que jusqu'à présent on avait vu des démos vraiment superbes, mais en 30 fps seulement. L'enjeu c'est aussi, je suppose, de maximiser les performances sur les consoles PS5 et Series X, c'est super important. Donc en particulier, on a aussi, ça c'est en général, en particulier on a aussi pas mal d'améliorations supplémentaires, donc voilà. Donc Lumen par exemple prend en compte la végétation, donc voilà, il y a un début de ray tracing hardware avec Vulkan, meilleure réflexion sur la surface translucide, voilà, meilleur rendu du brouillard en illumination complète, enfin bon. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses, et donc dans les notes de l'émission, il y a un lien qui vous mènera vers une cascade de changements qui sont déjà arrivés ou qui arriveront bientôt dans cette version 5.1, donc voilà, vous pouvez aller voir. Magnifique. Forcément une rubrique jeux vidéo dans laquelle on ne peut pas relayer le fait que la PlayStation 5 serait enfin possiblement jailbreakée. Pas tout à fait, Guillaume, presque en tout cas. Ouais, elle s'est fait hacker, elle est presque jailbreakée. Pas tout à fait. Déjà, c'est un hack de l'OS en version 4.0.3 et dernièrement 4.51. Donc c'est pas si mal. Elle passe par une faille de WebKit, donc le navigateur web. Et pour en profiter, il faut connecter la PlayStation 5 via un serveur, un serveur web qui donc vous allez héberger sur votre PC, typiquement via un serveur DNS que tu vas aussi mettre sur ton PC. Et donc la stabilité du hack a été améliorée dernièrement, donc ça marche maintenant presque à tous les coups, et ça permet d'écrire et de lire un peu où on veut dans la mémoire. Mais ça permet pas d'exécuter du code. Donc ça donne quand même accès au menu debug, ce qui pourrait encore donner plus d'informations. Ça permet d'installer des jeux PlayStation 5 officiels. PlayStation 4 aussi, ouais. Au PlayStation 4 officiel, par des voies détournées, puisqu'un hacker aurait installé la démo Mythic Pity, donc qui est sur PlayStation 4, donc forcément c'est par ce biais. Donc voilà, donc c'est pas encore une manière d'installer n'importe quoi, ce qu'on veut sur PlayStation 5, mais bon, peut-être que ça arrivera petit à petit. Un petit tour du côté de CD Projekt Red qui, au-delà de Cyberpunk et The Witcher, a annoncé plein de choses, Guillaume, d'ailleurs, dans les licences. Incroyable, magique. Oui, la version 5.1 de Unreal Engine qui va faire plaisir à CD Projekt, comme on dit, Red, qui veut faire une nouvelle saga, The Witcher. Donc nul doute qu'un rendu de la végétation meilleur, voilà, ça sera le bienvenu. Et du Witcher, vous allez en avoir, alors c'est pas donc que ça soit pour me déplaire, il devrait y en effet avoir une nouvelle trilogie, The Witcher, dont le premier jeu aurait comme nom de code Polaris. Il vient juste d'entrer en pré-prod. Donc voilà, les 3 jeux devraient être livrés sur une période de 6 ans à partir de la sortie du premier. Donc on est au moins, probablement à moins de 3, on n'est pas à moins de 3 ans de la première image, je pense. Et en plus de cette trilogie, on devrait avoir 2 autres jeux. Donc un plutôt monojoueur, qui s'appellera Canis Major, développé en externe,
Un jeu plutôt multi, Sirius, développé par un studio de Boston, fraîchement acquis. C'est pas des open world, ce seront des jeux qui cibleront, je cite, un public plus large. Et Cyberpunk aura une suite aussi, donc son nom de code sera Orion, et je sais, on s'en fout des noms de code en fait. Mais tout le monde fait comme si c'était une véritable info. Alors moi aussi, il n'y a pas de raison que je fasse pas semblant. Donc, le boulot sur Orion n'a pas encore commencé et il va devoir déjà finir Phantom Liberty, qui est donc la grosse extension de 2077. Et bon, comme si tout ça suffisait pas, CDPR va aussi créer une nouvelle franchise au nom de code Hadar, et pas Odor, hein, dommage, ça serait marrant, je suis sur Odor. Et donc voilà, le projet est, je cite, dans sa phase préliminaire la plus précoce. Donc en gros, il doit y avoir un classeur vierge avec marqué New IP dessus, tu vois, au feutre mauve, tu vois, un truc comme ça, franchement. Bon. Alors bien sûr, il n'y a aucune date d'aucune sorte pour strictement rien, donc on reparlera de tout ça dans 5 ans. Et voilà, puisque je suis dans les studios de jeux, j'en profite pour glisser que Netflix va créer un studio à Helsinki, lui, pour étouffer son portefeuille de jeux, pour Netflix Gaming, là, et encore, bon voilà, et là encore, étant donné, je suis pas sûr qu'ils aient encore signé le bail, donc je pense qu'il va falloir être patient pour voir les prochains jeux sur Netflix Gaming. Tout cela est bien précoce, ma foi, mais on vous dirige vers le futur du jeu vidéo, et peut-être plus proche que ces sorties de jeux vidéo, et même à échéance de l'an prochain, 2023, il y aura dans les salles obscures un film Super Mario Bros dont on a vu les premières images, Guillaume. Oui, alors je sais pas, t'en penses quoi? Mais moi j'ai adoré et mes enfants sont chauds comme la braise. Quand ils ont appris qu'il allait falloir patienter encore quelques mois, ça les a particulièrement déçus. Mais j'ai aussi lu les polémiques, Guillaume, les polémiques de la voix américaine et du popotin de Mario qui a disparu. Alors le popotin de Mario, j'ai même pas vu, mais c'est vrai que Chris Pratt... il a perdu son popotin. Il est connu, Mario, pour avoir un sacré petit popotin, et là, il a pas son popotin. Alors, est-ce que c'est pour lisser l'image de Mario? Probablement, je ne sais pas. En tous les cas, Chris Pratt ne fait pas l'accent, enfin, il fait pas semblant d'être italien, quoi. Il fait pas l'accent italien, et ça manque à beaucoup de monde. Alors, moi, je sais pas, je suis partagé. D'une part, je me dis, bon, c'est vrai que c'est un peu con d'avoir un perso que tu fais parler pendant, et j'ai pas 40 ans, pas 30 ans, comme d'une certaine manière, et, enfin, bon, pas 30 ans, j'exagère, puisque ça date de l'année 64, en fait, cette histoire. Mais, globalement, voilà, ça fait 20 ans qu'on entend Mario parler d'une manière, et c'est vrai que c'est quand même zarbi de faire un film où il parle, voilà, comme un mec normal. De l'autre côté, est-ce que ça aurait pas été vraiment pénible, quelqu'un qui parle comme ça pendant 1h30? Franchement. A priori, en français, on aura une voix beaucoup plus proche. Hein, ah ouais? Celle-ci. La voix française est beaucoup moins sujette à critique. Je suis débile, j'ai vu que la version originale. Et a priori, elle est assez encensée, la voix française. Donc peut-être qu'elle est encensée dans la bande-annonce, mais qu'elle sera particulièrement horripilante, alors que les autres seront supportables. Est-ce qu'on va avoir un phénomène comme les dents de Sonic, et qu'ils vont revenir en arrière et refaire un doublage? Je ne crois pas, effectivement. C'est Nintendo, aucune chance. Merci Guillaume, merci beaucoup pour la préparation de cette émission et pour cet épisode de Tech Café. On sera évidemment ravis d'avoir tous vos retours sur techcafé.fr, sur les réseaux sociaux, et bien entendu d'envisager votre support et votre soutien sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup de l'envisager. En attendant, on va vous rappeler où on peut nous retrouver, et notamment où on peut te retrouver, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Mais est-ce qu'on me retrouvera un jour sur Caractère AI sous forme d'une intelligence artificielle? Pour de vrai, merde, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà eu l'idée en plus. Je suis sûr que certains ont déjà eu l'idée. On ferait digérer tous les épisodes de Tech Café. Ah bah il y a de la matière quand même en plus, t'imagines? Ouais. Je prends ma retraite et le truc continue quand même, ce serait génial. Ce serait beau. Ou pas, ce serait triste, je sais pas. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.